Chunk One. Tout le monde la connaissait comme Granny des Beverly Hillbillies. Mais Irene Ryan cachait quelque chose de choquant. Elle n'avait que 5 ans de plus que l'homme qui jouait son gendre. À 60 ans, elle a menti pour obtenir le rôle parce qu'il disait qu'elle avait l'air trop jeune. Alors qu'elle gagnait 500 000 $ par an, elle vivait dans une minuscule maison avec des meubles cassés. Elle n'a jamais eu d'enfant, mais a passé ses derniers jours complètement seule. La femme qui a fait rire des millions de personnes est morte oubliée. Et ce qui est arrivé à sa maison après sa mort vous brisera le cœur. Irene Ryan est née Jessie Irene Noble le 17 octobre 1902 à El Paso, au Texas. Son père, James Noble, travaillait comme sergent de bas-rang de l'armée à Fort Bliss. Sa mère, Katie McSherry, était venue d'Irlande, espérant une vie meilleure. Ils n'avaient pas grand-chose. Ils vivaient dans une petite maison près du centre-ville d'El Paso, et Irene est née là, pas dans un hôpital. Fort Bliss se développait rapidement à cette époque à cause de la Révolution mexicaine, qui avait déjà commencé en 1910. En 1915, près de 6 000 soldats y étaient stationnés, et c'était une période de tension. Cette tension militaire faisait partie du premier monde d'Irene. Avec le faible salaire de son père et le conflit croissant juste de l'autre côté de la frontière, la famille luttait juste pour s'en sortir. La nourriture n'était pas toujours garantie. Le chaos de la Révolution mexicaine avait traversé la frontière. El Paso n'était plus seulement une ville, c'était devenu un endroit plein de réfugiés, de révolutionnaires et de dangers. La violence s'est approchée. Les gens comme les nobles Blitz devaient compter sur la charité juste pour manger. Irene était encore une enfant, mais elle ressentait une vraie faim. Cela lui est resté. Cela lui a donné envie de quelque chose de plus dans la vie. Cela l'a fait se battre dur, même quand elle était petite. Les magasins locaux étaient souvent vides, les prix étaient élevés et la sécurité n'était jamais promise. En plus de cela, des groupes d'autodéfense s'étaient formés. Ce n'étaient pas des temps sûrs. Sa famille vivait dans des quartiers étroits et partageait des espaces avec d'autres. Cette lutte, ce besoin de survivre, a façonné Irene en quelqu'un de dur et d'observateur. Chunk 2. Elle a pratiquement grandi seule. Sa seule sœur, Anna, est née en 1885. Cela la rendait 17 ans plus âgée. Au moment où Irene a pu parler, Anna avait déjà déménagé. Alors, Irene a vécu comme une enfant unique, toujours entourée d'adultes. Elle entendait des conversations d'adultes tous les jours, sur l'armée, les problèmes d'argent et la guerre à proximité. Elle a appris à s'occuper elle-même, elle a appris à écouter. Elle est devenue perspicace, indépendante et mature au-delà de son âge. Elle n'avait personne avec qui jouer, mais elle a fait attention. Et tout cela l'a aidée plus tard, quand elle a dû jouer des rôles complexes et se tenir sur des scènes difficiles. Elle a également commencé à avoir envie d'attention et d'applaudissements parce qu'elle a grandi sans beaucoup de l'un ou l'autre. À l'âge de 11 ans, en 1913, elle a finalement eu son premier vrai avant-goût de joie sur scène. C'est arrivé à San Francisco au Valencia Theatre. Elle a chanté une chanson intitulée « Pretty Baby » dans un concours de talent et a remporté le premier prix. Ils lui ont donné 3 $, ce qui représenterait environ 98 $ aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'argent qui l'a changé, c'était le son de la foule qui applaudissait. Ce son l'a remplie de quelque chose de puissant. Elle a soudainement su que c'était sa voie de sortie. Sa mère n'approuvait pas. Katie croyait que le monde du spectacle était dangereux, voire maléfique. Elle a dit un jour à Irene, « Si jamais tu rencontres le diable, ce sera en coulisses. » Mais Irene n'a pas écouté. Cette victoire de 3 $ était tout. Cela lui a donné un rêve et elle ne le lâcherait pas. Quand elle avait 14 ans, Irene a fait quelque chose d'audacieux. Elle a menti sur son âge pour entrer dans une compagnie de théâtre californienne. La loi n'autorisait personne de moins de 16 ans à travailler dans les théâtres. Alors, elle leur a dit qu'elle était plus âgée, et cela a marché. Ils l'ont embauchée. Ce travail est devenu son premier véritable pas dans le monde du divertissement. Chunk 3. Elle connaissait le risque. Si elle était prise, elle serait jetée dehors, mais elle n'a pas été prise.
Elle a prouvé qu'elle pouvait faire le travail et elle a gagné sa place. Ce mensonge, aussi petit soit-il, a montré jusqu'où elle irait pour échapper à la faim et aux difficultés qu'elle connaissait trop bien. À 15 ans, en 1917, elle a quitté le lycée avec seulement 2 années terminées. Son père était mort en 1913 et sa famille avait besoin d'aide. Elle a rejoint la Ed Redmond Traveling Theatre Troupe et a pris la route. Sa mère était contre au début, mais quelqu'un l'a convaincue. Un homme à Joyant Park à Sacramento a dit « Cette gamine a du talent ». C'était suffisant. En août 1918, Irène était de retour sur scène à El Paso avec la troupe. Maintenant âgée de 16 ans, elle était devenue l'une de leurs principales stars. Le spectacle promettait 1 heure et 90 minutes de divertissement cyclonique avec un éclairage, des costumes et des effets scéniques sauvages. Sa vie avait complètement changé. Elle n'était plus étudiante. Elle était une actrice qui travaillait. Elle est restée dans le monde difficile du vaudeville où le travail était non-stop et les foules étaient brutales. À San Francisco, elle a joué des personnages idiots avec un côté vif. Elle a chanté des chansons comme « I'm old enough for a little loving » et « Sweet Babette ». Son chant faisait rire et applaudir les gens, mais la pression était forte. Au même Valencia. Theater, où elle a gagné 3 $ autrefois, les artistes qui échouaient étaient tirés hors de scène avec des crochets. La foule jetait des œufs et des tomates sur les numéros qu'elle n'aimait pas. C'était couler ou nager. Alors, Irène a appris vite. Elle a aiguisé son timing. Elle est devenue rapide et intelligente. À seulement 15 ans, les gens l'appelaient une chic soubrette, une petite star élégante. En dehors de la scène, elle a continué à travailler, à étudier la musique et même l'espagnol. Le monde du théâtre à cette époque était plein d'hommes rudes et de foules bruyantes. Irène devait être dure. Elle a dit un jour qu'elle ne se ferait pas frapper avec des ordures si elle chantait assez fort. Chunk 4. C'est devenu sa règle. Gardez-les divertis et vous êtes en sécurité. Elle mesurait à peine 1,57 m, mais elle avait de la présence. Elle a aussi appris quelque chose d'étrange sur la célébrité. Elle a dit que les actrices perdaient leur mystère quand elles parlaient trop. En 1921, elle était prête à se lancer seule. Elle s'est associée à un homme nommé Johnny Ryder et a formé un duo. Ils ont présenté un spectacle intitulé The Biggest Liar in the World au Texas Grand. Elle ne faisait que commencer, mais l'argent était toujours affreux. De 1917 à 1921, Irene a donné 8 spectacles par semaine pour très peu d'argent. Si elle tombait malade ou manquait un spectacle, elle serait remplacée sans question. Alors, elle n'en a jamais manqué. Même quand elle se sentait mal, elle se présentait. Elle et la troupe vivaient simplement, partageant souvent des chambres et divisant les repas. Les productions étaient énormes avec des lumières, des costumes et des effets, mais les personnes derrière elle avaient à peine assez pour survivre. Irène n'a jamais oublié cela. La peur d'être pauvre ne l'a jamais quittée. C'est pourquoi, même quand elle a réussi plus tard dans la vie, elle a toujours géré son argent avec soin. Elle a déménagé constamment pendant ses premières années. Entre 1917 et 1922, elle a vécu à San Francisco, Sacramento, Phoenix, El Paso, San José et enfin Saint Joseph, Missouri. Elle a déménagé avec chaque spectacle, chaque nouvel emploi. La Ed Redmond Company l'a envoyée partout. Elle vivait d'une valise et séjournait dans des hôtels bon marché. Une fois, elle a visité un endroit avec une piscine intérieure chic près de San José et l'a qualifié de luxe rare. La plupart du temps, il n'y avait rien de fantaisiste. En 1920, elle était de retour avec sa mère à San Francisco, inscrite au recensement comme actrice de théâtre. Elle n'avait pas de foyer stable, pas d'amis stables et aucune garantie d'argent. Mais elle a continué à jouer. Ce mouvement constant l'a préparée à tout ce qui allait suivre. Chunk 5. En mars 1922, à l'âge de 20 ans, elle a épousé Tim Ryan, un comédien de 25 ans.
Ensemble, ils sont devenus Tim et Irene, plus tard connus sous le nom de Tim Ryan et Irene Noble. Ils ont construit un numéro de comédie basé sur des malentendus idiots, tout comme George Burns et Gracie Allen. Leur timing était parfait. Le vaudeville était en plein essor et les stars pouvaient gagner jusqu'à 100 $ par semaine, ce qui équivaut à environ 600 $ aujourd'hui. En seulement 2 ans, ils faisaient la une des grands théâtres à travers l'Amérique. La même petite fille qui a autrefois gagné 3 $ en chantant Pretty Baby était maintenant une vraie star. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans leur numéro. Sur scène, Irene jouait la femme stupide et confuse, et Tim était l'intelligent, perdant toujours patience. Mais en dehors de la scène, c'était le contraire. Irene gérait leur argent, leurs réservations, leurs contrats. Elle était le cerveau. Tom était détendu et facile à vivre. Il la laissait tout gérer. Cette tournure a causé des tensions. Irene détestait faire semblant d'être stupide tout en faisant tout le vrai travail. Tim ressentait la pression d'essayer de jouer tout l'intelligent alors qu'Irene était celle qui maintenait tout ensemble. De 1935 à 1937, ils ont réalisé 11 courts-métrages de comédie ensemble chez Educational Pictures à New York. Le studio était connu pour son travail bon marché et rapide. Ils ont filmé chaque court-métrage en seulement 3 ou 4 jours, travaillant jusqu'à 16 heures par jour. Les décors étaient minimes. Les acteurs devaient faire leur propre cascade. Irene s'est blessée plus d'une fois, mais ne l'a pas signalé. Elle avait peur de perdre son emploi. La paie était également mauvaise. Il gagnait seulement 150 à 200 $ par court-métrage, ce qui équivaut à environ 3 000 à 4 000 $ aujourd'hui. Pourtant, leur timing et leur chimie ont attiré l'attention. Leur grande opportunité est survenue à l'été 1936 lorsque NBC leur a demandé de remplacer Jack Benny dans son émission de radio pendant sa pause. L'émission de Benny avait une énorme audience. Environ 28,6% des foyers l'écoutaient chaque semaine. Chunk Sisters. C'était une exposition massive, mais cela a aussi apporté du stress. Ils devaient mémoriser un script complet de 30 minutes chaque semaine. Les disputes pendant les répétitions sont devenues célèbres à NBC. Sur les enregistrements, vous pouvez même entendre la tension dans leur voix. Cette pression a commencé à détruire leur mariage. En 1904. En 1962, après 20 ans ensemble, ils ont divorcé. Ils n'avaient pas d'enfants et personne n'a jamais expliqué pourquoi. Certains pensaient que c'était leur carrière. D'autres pensaient peut-être que ce n'était pas un choix. Irene avait le cœur brisé. Elle a gardé le nom de Ryan comme si elle ne pouvait pas lâcher prise. Leurs anciens numéros de vaudeville étaient difficiles à diviser. L'argent n'était pas beaucoup. Leur contrat de film était déjà terminé. Après avoir divorcé de Tim Ryan en 1942, Irene n'a pas perdu de temps à s'apitoyer sur son sort. Elle s'est lancée dans la radio et a trouvé une nouvelle voie, littéralement et émotionnellement. En 1946, elle a rejoint le Jack Carson Show. Sur CBS, elle jouait une propriétaire de magasins de bonbons et de bibliothèques dans une petite ville, et les auditeurs n'en avaient jamais assez de sa voix rauque. Cette voix avait été façonnée par des années de tabagisme important, une habitude qui avait commencé pendant ses longues journées de vaudeville. Cela lui a donné un son que personne d'autre n'avait, et cela a fonctionné en sa faveur à la radio, même si cela détruirait plus tard sa santé. À cette époque, elle gagnait 500 $ par semaine, ce qui était important, surtout pour quelqu'un qui venait de divorcer et essayait de rester à flot seul. Mais les films étaient une autre histoire. De 1935 à 1952, Irene est apparue dans 36 films. La plupart étaient des rôles mineurs. Plusieurs fois, elle n'était même pas créditée. Dans le film de John Renoir de 1947, La femme sur la plage, elle a joué Mrs. Wernecka, mais presque personne ne l'a remarqué. Dans Bonzo Goes to College en 1952, elle a joué Nancy. Dans Le journal d'une femme de chambre en 1946, elle était Louise. Ces films ne l'ont pas rendue riche. Chunk 7.
La plupart des rôles ne rapportaient que 200 ou 300 dollars. Et même avec beaucoup de temps d'écran, elle n'obtenait souvent pas son nom dans les crédits. Il n'y avait pas de redevance, pas de reconnaissance à long terme. Les directeurs de casting la voyaient comme la voisine nerveuse ou l'amie pointilleuse. C'est tout ce qu'ils croyaient qu'elle pouvait faire. Son expérience dans le vaudeville a fait supposer aux gens qu'elle n'était pas assez sérieuse pour le drame. Sa vie personnelle n'apportait pas beaucoup de réconfort non plus. En mars 1946, elle a épousé Harold E. Knox, un producteur de films qui n'était pas impliqué dans le jeu d'acteur. Ils sont sortis ensemble pendant seulement 2 mois avant le mariage. C'était rapide et émotionnel, peut-être trop rapide. Le mariage a duré 15 ans, se terminant en 1961. Mais ils n'avaient pas d'enfants, pas de collaboration, pas d'étincelles créatives. Ils n'aimaient pas le monde dans lequel elle travaillait. Ils n'aimaient pas les nuits tardives ou les personnes avec qui elle passait du temps, et elle se sentait de plus en plus seule. À partir du début des années 1950, Hollywood a commencé à fermer ses portes aux femmes de son âge. Elle avait la fin de la quarantaine et les offres se sont taries. À 49 ans, on lui a dit qu'elle était trop vieille pour les rôles principaux, alors que les hommes de son âge jouaient encore des rôles romantiques principaux. Cela a blessé. Dans Bonzo, Goes to College, elle a gagné seulement 750 dollars pour 2 semaines de travail. Elle a commencé à prendre des rôles de plus en plus petits, même quand son talent méritait plus. Les gens disaient qu'elle était trop vieille, mais la vérité était qu'elle était trop bonne pour les miettes qu'on lui tendait. Même à la radio, où elle avait plus de liberté, elle était enfermée. Les producteurs voulaient toujours qu'elle joue la vieille dame drôle. Elle a dit un jour: « Une fille ne peut pas pleurer tout le temps. » Après avoir été invitée encore et encore à livrer des effondrements émotionnels, elle avait plus de portée qu'il ne lui permettait de montrer, mais il s'en fichait. Le travail à la radio lui rapportait 200 à 400 dollars par épisode, assez pour vivre, mais jamais assez pour lui faire sentir qu'elle était vue pour ce qu'elle pouvait vraiment faire. Tout a changé en 1962. Elle avait 60 ans et était en lice pour le rôle de Granny Moses dans The Beverly Hillbillies. Chunk Witt. Mais le directeur de casting a dit qu'elle avait l'air trop jeune. Irène n'a pas accepté cela. Elle a appelé directement le créateur de l'émission, Paul Henning, et a demandé: « Dois-je rentrer chez moi et aller chercher ma perruque grise et mon châle pour vous convaincre? » Elle lui a parlé de son passé dans l'Arkansas et a même plaisanté sur un directeur de théâtre qui ne laissait pas le public entrer tôt parce qu'il taillerait les sièges. Babe, et qui était à l'audition, s'est tourné vers Henning et a dit: « Voilà Granny. » Irène n'a pas seulement auditionné, elle est devenue Granny. La démarche, la voix, tout. Quand l'émission a été diffusée, la plupart des gens n'avaient aucune idée qu'Erin Ryan n'avait que 5 ans et demi de plus que Buddy Ebsen, qui jouait son gendre. Elle avait 59 ans et il en avait 54. Pourtant, elle jouait quelqu'un qui avait l'air d'avoir 80 ans. L'équipe de maquillage a dû utiliser des perruques, des rides, des ombres, tout pour la vieillir de 2 décennies. Cette transformation l'a aidé à obtenir des nominations aux Emmy Awards en 1963 et 1964, se tenant à côté de noms comme Mary Tyler Moore et Shirley Booth. Mais dans les coulisses, son tabagisme invétéré ne s'est jamais arrêté. Sur le plateau, elle allumait une cigarette avec une autre. Elle n'utilisait pas d'allumette ni de briquet. Elle continuait juste. Cette voix rauque que les gens aimaient venait de sa cigarette. Mais ses problèmes de santé aussi. Ses co-stars, y compris Max Baer Jr., étaient constamment inquiets pour elle. Mais elle n'a jamais ralenti. Elle n'a jamais gaspillé son argent non plus. Alors qu'elle gagnait 500 000 $ par an, ce qui était astronomique dans les années 1960, elle a choisi de vivre dans une petite maison de 167 mètres carrés à Santa Monica, au 107 Esparta Way. La maison a été construite en 1915. Elle avait des armoires vert menthe, un petit jardin plein de buganilias et un vieux poêle. Elle n'a pas organisé de fête ni acheté de manoir. Elle a investi dans l'immobilier et les actions.
En 1973, elle avait économisé plus de 1 million de dollars, ce qui équivaut à environ 6 millions de dollars aujourd'hui. Elle vivait avec ses chats et quelques amis proches. C'est tout. Elle était difficile à propos de ses répliques aussi. Dans The Beverly Hillbillies, elle se disputait avec les producteurs si elle pensait que le dialogue n'était pas authentique. Chunk 9. Elle avait passé du temps avec de vraies personnes des Appalaches pendant ses tournées de vaudeville et connaissait la différence entre le vrai dialecte et les stéréotypes stupides. Elle a même contribué à façonner l'histoire de Granny, disant que le personnage aimait Jefferson Davis, détestait les Yankees et les Revenuers, et était une baptiste immergée, pas aspergée. Elle ne jouait pas seulement un rôle, elle protégeait un héritage. Après la fin des Beverly Hillbillies en 1971, la plupart des gens pensaient qu'Iron Ryan prendrait sa retraite tranquillement. Mais à 70 ans, elle a surpris tout le monde en décrochant un rôle puissant à Broadway. Elle a joué Bera, la grand-mère pétillante dans Pippin, qui a été inaugurée le 23 octobre 1972. Même si elle n'était sur scène que pendant environ 10 minutes, elle a complètement volé la vedette avec son numéro No Time at All. Le public était tellement ému par sa performance qu'il lui a fait des ovations debout presque tous les soirs. Certaines personnes ont même applaudi au milieu du spectacle, incapables de se retenir. Son énergie, son humour et son timing étaient inoubliables. Le spectacle a fini par durer 1,44 représentations, l'une des plus longues de Broadway, et le rôle d'Irene est devenu l'une des scènes les plus discutées de toute la production. Le 25 mars 1973, Irene a été nominée pour la meilleure actrice de second rôle dans une comédie musicale au 27e Tony Awards. Elle avait 70 ans et affrontait de jeunes artistes de spectacles plus récents. Mais son rôle dans Pippin était si puissant que les critiques ont cru qu'elle le méritait vraiment. Bien qu'elle n'ait pas gagné, la nomination elle-même était un rêve devenu réalité. Elle est venue après des années de travail dans le vaudeville, la radio et la télévision. C'était la preuve qu'elle n'était pas seulement un personnage drôle à la télévision. Elle avait un talent sérieux et pouvait commander un public en direct avec grâce et force. La chorégraphie qu'elle devait exécuter a été conçue par Bob Fosse, célèbre pour son style intense et physique. Irene s'y est attaquée avec tellement d'efforts que beaucoup de gens dans les coulisses ne savaient même pas qu'elle commençait à se sentir mal. La nomination est survenue quelques semaines seulement avant sa mort, ajoutant un sentiment doux amer à ce qui aurait dû être un moment de triomphe. Tout a changé le 10 mars 1973. Ce jour-là, lors d'une matinée du samedi, quelque chose a terriblement mal tourné. Irene s'est effondrée sur scène, au milieu de sa performance. Des centaines de personnes dans le public ont regardé alors qu'elle perdait soudainement le contrôle et devait être évacuée de toute urgence de la scène. Ce n'était pas un faux pas ou une erreur. Elle avait subi un accident vasculaire cérébral juste devant tout le monde. Elle a été immédiatement emmenée à l'hôpital à New York. Mais peu de temps après, ses médecins ont pris la décision de la ramener en Californie. Ce moment, observé en direct par toute une foule de Broadway, a marqué le début de la fin. Chunk 10. De retour en Californie, les médecins de l'hôpital St. John de Santa Monica lui ont annoncé une nouvelle déchirante. Irene ne se remettait pas seulement d'un accident vasculaire cérébral. Ils avaient trouvé une tumeur au cerveau inopérable, un glioblasto, le type le plus agressif. Il était déjà trop tard. Elle avait également une maladie cardiaque artérioscléreuse. La tumeur se développait si rapidement que cela expliquait la fatigue et la confusion qu'elle avait cachée à tout le monde. Pourtant, elle avait essayé de remonter sur cette scène. Son amour pour la scène était plus fort que la peur ou la douleur, mais ses médecins ne l'ont pas laissé faire. On lui a dit de se reposer, mais ce qui est encore plus déchirant, c'est qu'on ne lui a jamais dit la vérité. Dans une décision qui était courante à l'époque, les médecins et sa famille ont choisi de ne pas l'informer que sa maladie était terminale. Elle a passé ces dernières semaines à croire qu'elle allait mieux, alors qu'en réalité, elle mourait lentement.
Ses co-stars ont révélé plus tard qu'Irene cachait des symptômes depuis un certain temps. Max Baer Jr., qui jouait Jethro, a déclaré qu'elle fumait constamment sur le plateau et qu'elle avait commencé à montrer des signes de graves problèmes de santé même avant Pippen. Bob Foy, le réalisateur exigeant, était impressionné par sa volonté d'exécuter des routines difficiles malgré son âge. Mais derrière ce front solide, elle luttait. Elle avait de graves maux de tête, un brouillard mental et une faiblesse physique. Pourtant, elle se présentait soir après soir, se produisant comme si de rien n'était. Personne dans l'équipe de production ne savait à quel point c'était grave. Elle ne voulait pas être remplacée. Elle voulait finir ce qu'elle avait commencé. Après avoir été renvoyée chez elle, Irene a passé ses derniers jours isolée dans sa paisible maison de Santa Monica. Elle n'avait pas d'enfant, sa sœur était déjà décédée. Elle ne s'est jamais remariée après son deuxième divorce en 1961. Il ne restait personne pour s'occuper d'elle à plein temps. Les amis qui lui rendaient visite ont dit qu'elle était souvent seule, écrivant des lettres et réfléchissant au passé. Elle avait bâti une carrière réussie et une fortune de 1000 de dollars. Mais elle parlait souvent de la solitude que tout cela lui faisait ressentir. Elle a dit un jour, « Pour vraiment aimer le monde du spectacle, il faut en faire partie, pas seulement y être. » Et elle a vraiment vécu selon cela. Mais à la fin, elle a estimé que choisir sa carrière avait coûté la création d'une famille. Chunk, 11. La maison où elle a passé ses derniers jours est devenue une prison de silence. La même femme qui avait apporté de la joie à des millions de personnes s'éteignait maintenant lentement du monde, seule et oubliée par la foule. Elle est décédée le 26 avril 1973, seulement 47 jours après son accident vasculaire cérébral sur scène. Elle avait 70 ans. Sa mort n'a pas fait les gros titres. La femme qui avait autrefois fait rugir de rire le public s'est éteinte tranquillement. Ses funérailles ont eu lieu le 1er mai. Il n'y a pas eu de grande procession, pas de foule massive, juste quelques amis proches et co-stars comme Max Baer, Buddy Eason, Bob Hope, Bob Fosse et Ben Vine. Elle a été enterrée au Woodlawn Memorial Cemetery à Santa Monica dans une crypte à côté de sa sœur. Sa pierre tombale ne disait qu'un seul mot, Granny. Le personnage qui l'avait rendu célèbre est devenu son identité finale. Après sa mort, les fans ont été choqués de voir ce qui est arrivé à sa maison au 107 Esparta Way. Construite en 1915, elle était petite mais charmante. Elle avait gagné beaucoup d'argent, gagnant à un moment donné 500 000 $ par an grâce aux Beverly Hillbillies, mais n'a jamais amélioré à un manoir. Après sa mort, sans personne pour hériter de l'endroit, la maison s'est rapidement effondrée. Le toit s'est effondré, les fenêtres se sont brisées. Les mauvaises herbes ont envahi le jardin autrefois magnifique. À l'intérieur, ses meubles et ses photos ont été laissés à la poussière. C'était comme si le temps s'était arrêté et personne ne se souciait de préserver l'espace où elle avait passé ses derniers jours. Sa vie a disparu, non seulement de la scène, mais du monde qui l'entourait. Mais même dans la mort, elle a rendu quelque chose. En 1972, juste un an avant son décès, elle a créé la Irene Ryan Foundation. Sans enfant ni famille à qui transmettre sa fortune, elle a décidé d'aider les jeunes acteurs. Elle a laissé l'intégralité de sa fortune de 1 million de dollars pour financer des bourses d'études en art dramatique. Sa fondation s'est associée au Kennedy Center American College Theatre Festival. Chaque année, 5 000 $ sont attribués au lauréat national et 500 $ à 16 lauréats régionaux. Plus de 50 ans plus tard, des milliers d'étudiants ont reçu de l'aide grâce à elle. Elle a transformé sa solitude en un héritage, donnant aux autres la chance de vivre le rêve pour lequel elle s'était battue si fort. Pourtant, les médias n'ont pas pleinement honoré son histoire. Chunk, 12. Quand elle est morte, il n'y a pas eu d'article de fond approfondi, pas de rétrospective, juste de courtes nécrologies qui l'appelaient Granny des Beverly Hillbillies. C'était comme si le monde avait oublié combien elle était plus, comment elle avait conquis Broadway à 70 ans, s'était tenue debout face à Bob Fosse, avait fait pleurer de rire le public et avait affronté la mort avec dignité.
Son histoire a été discrètement balayée, même si elle méritait d'être criée sur les toits. Derrière les sourires et les blagues se cachait une femme qui aspirait à une famille. Elle avait été mariée 2 fois à Tim Ryan, puis à Harold Knox. Mais les 2 mariages se sont terminés par un divorce. Elle n'a jamais eu d'enfant. Des amis ont dit qu'elle parlait souvent de cette douleur en privé. La célébrité n'avait pas comblé le vide dans son cœur. Elle se demandait parfois si son travail importerait vraiment sans personne pour faire avancer son nom. Mais à la fin, elle a créé sa propre famille, pas par le sang, mais par le talent. Elle a regardé les jeunes membres de la distribution de Pippen dans les coulisses avec une fierté maternelle tranquille. Et grâce à sa fondation, elle s'est assurée que des générations d'artistes auraient quelque chose qu'elle n'a jamais eu: soutien, encouragement et quelqu'un qui croit en sang.